Le pays des Camisards. Nous marchions dans le sillage des guerriers d'autrefois. Pourtant la contrée entière était verdoyante. Et trouvions amour et paix, où avaient sévi fer et feu. Ils passent tes souris, les fils de l'épée. Ils ne brandissent plus le glaive. Ou qu'il a de profondes racines le blé qui pousse sur un champ de bataille. W.P. Benatine. 1. À travers la Lozère. La piste que j'avais suivie dans la soirée disparut bientôt, et je continuai, au-delà d'une montée de gazon pelé, de me diriger d'après une suite de bornes de pierre, pareilles à celles qui m'avaient guidée à travers le goulet. Il faisait chaud déjà. J'accrochai ma veste au ballot et marchai en gilet de tricot. Modestine, elle-même toute excitée, partit dans un trottinement cahotant qui faisait valser l'avoine dans les poches de mon paletot. C'était bien la première fois que cela arrivait. La perspective à l'arrière sur le Gévaudan septentrional s'élargissait à chaque pas. À peine un arbre, à peine une maison, apparaissait-il dans les landes d'un plateau sauvage qui s'étendait au nord, à l'est, à l'ouest, bleu et or, dans l'atmosphère lumineuse du matin. Une multitude de petits oiseaux voletaient et gazouillaient autour de la sente. Ils se perchaient sur les fûts de pierre. Ils picoraient et se pavanaient dans le gazon, et je les vis virevolter par bandes dans l'air bleu et montrer de temps à autre des ailes qui brillaient avec éclat, translucides, entre le soleil et moi. Presque du premier instant de mon ascension, un ample bruit atténué comme une houle lointaine avait empli mes oreilles. Parfois j'étais tentée de croire au voisinage d'une cascade, et parfois à l'impression toute subjective de la profonde quiétude du plateau. Mais comme je continuais d'avancer, le bruit s'accrut et devint semblable au sifflement d'une énorme fontaine à thé. Au même instant, des souffles d'air glacial, partis directement du sommet, commencèrent de m'atteindre. À la fin, je compris. Il ventait fort sur l'autre versant de la Lozère, et chaque pas que je faisais me rapprochait de l'ouragan. Quoiqu'il eût été longuement désiré, ce fut tout à fait incidemment, enfin, que mes yeux aperçurent l'horizon, par-delà le sommet. Un pas qui ne semblait d'aucune façon plus décisif que d'autres pas qui l'avaient précédé, et comme le rude Cortèze, lorsque de son regard d'aigle il contemplait le Pacifique, je pris possession, en mon nom propre, d'une nouvelle partie du monde. Car voilà qu'au lieu du rude contrefort herbeux que j'avais si longtemps escaladé, une perspective s'ouvrait dans l'étendue brumeuse du ciel, et un pays d'inextricables montagnes bleues s'étendait à mes pieds. Les monts de Lozère se développent quasiment à l'est et à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux parties inégales. Son point le plus culminant, ce pic de Finiels, sur lequel j'étais debout, dépasse de 5600 pieds le niveau des eaux de la mer, et par temps clair, commande une vue sur tout le bas Languedoc jusqu'à la Méditerranée. J'ai parlé à des gens qui, ou prétendaient ou croyaient avoir aperçu, du pic de Finiels, de blanches voiles appareillant vers Montpellier et Sète. Derrière s'étendait la région septentrionale des hauts plateaux que ma route m'avait fait traverser, peuplée par une race triste et sans bois, sans beaucoup de noblesse dans les contours des monts, simplement célèbre dans le passé par de petits loups féroces. Mais devant moi, à demi voilé par une brume ensoleillée,
s'étalait un nouveau Gévaudan, plantureux, pittoresque, illustré par des événements pathétiques. Pour m'exprimer d'une façon plus compréhensive, j'étais dans les Cévennes, au monastier et au cours de tout mon voyage. Mais il y a un sens strict et local de cette appellation, auquel seulement cette région hérissée et âpre à mes pieds a quelque droit, et les paysans emploient le terme dans ce sens-là. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces fit rage pendant 2 années entre le grand roi avec toutes ses troupes et ses maréchaux d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants d'autre part. Il y a 180 ans, les Camisards tenaient un poste, là même, sur les monts Lozère où je suis. Ils avaient une organisation, des arsenaux, une hiérarchie militaire et religieuse. Leurs affaires faisaient le sujet de toutes les conversations des cafés de Londres. L'Angleterre envoyait des flottes les soutenir. Leurs meneurs prophétisaient et massacraient. Derrière des bannières et des tambours, au chant de vieux psaumes français, leurs bandes affrontaient parfois la lumière du jour, marchaient à l'assaut de cités, saintes de remparts, et mettaient en fuite les généraux du roi. Et parfois, de nuit ou masquées, elles occupaient des châteaux forts et tiraient vengeance de la trahison de leurs alliés ou exerçaient de cruelles représailles sur leurs ennemis. Là était établi, il y a 180 ans, le chevaleresque Roland, le comte et seigneur Roland, généralissime des protestants de France, sévère, taciturne, autoritaire, ex-dragon, troué de petites véroles, qu'une femme suivait par amour dans ses allées et venues vagabondes. Il y avait Cavalier, un garçon boulanger, doué du génie de la guerre, nommé brigadier des Camisards à 16 ans, pour mourir à 55, gouverneur anglais de Jersey. Il y avait encore Castanet, un chef partisan, sous sa volumineuse perruque et passionné de controverses théologiques. Étranges généraux qui se retiraient à l'écart pour tenir conseil avec le Dieu des armées et refusaient ou acceptaient le combat, posaient des sentinelles ou dormaient dans un bivouac sans gardien selon que l'esprit inspirait leur cœur. Et il y avait pour les suivre, ainsi que d'autres meneurs, des ribambelles et des kyrielles de prophètes et de disciples, hardis, patients, infatigables, braves à courir dans les montagnes, charmant leur rude existence avec des psaumes, prompts au combat, prompts à la prière, écoutant pieusement les oracles d'enfants à demi fous et qui déposaient mystiquement un grain de blé parmi les balles d'étain avec lesquelles ils chargeaient leurs mousquets. J'avais voyagé jusqu'à ce moment dans une morne région et dans un sillage où il n'y avait rien de plus remarquable que la bête du Gévaudan, Bonaparte des loups, dévoratrice d'enfants. Maintenant, j'allais aborder un chapitre romantique, ou plus justement une note romantique en bas de page, de l'histoire universelle. Que restait-il de toute cette poussière et de tous ces héroïsmes surannés ? On m'avait assuré que le protestantisme survivait toujours dans ce quartier général de la résistance huguenote. Bien mieux, même un prêtre me l'avait affirmé dans le parloir d'un couvent. Il me restait toutefois à connaître s'il s'agissait d'une survivance ou d'une tradition féconde et vivace. En outre, si dans les Cévennes septentrionales, les gens étaient stricts en opinion religieuse et plus remplis de zèle que de charité,
Qu'avais-je à attendre de ces champs de persécutions et de représailles? Dans cette contrée où la tyrannie de l'Église avait provoqué la révolte des Camisards et la terreur des Camisards, jeté la paysannerie catholique dans une rébellion légale du côté opposé, en sorte que Camisards et Florentins se tenaient cachés dans les montagnes pour sauver leur vie, les uns et les autres. Juste au fait du mont où j'avais fait halte pour inspecter l'horizon devant moi, la série de bornes en pierre cessa brusquement, et seulement un peu en dessous, une sorte de piste apparut, qui dévalait en spirale une pente à se rompre le cou, tournant comme tire-bouchon. Elle conduisait dans une vallée entre des collines déclives, aux éteules de roc comme un champ de blé moissonné, et vers la base, recouverte d'un tapis de prés verdoyants. Je me hâtais de suivre la sente. La nature escarpée du versant, les continuels et brusques lacets de la ligne de descente, et le vieil espoir invincible de trouver quelque chose de nouveau dans une région nouvelle, tout conspirait à me donner des ailes. Encore un peu plus bas, et un ruisseau commença, réunissant lui-même plusieurs sources, et menant bientôt joyeux tapage parmi les montagnes. Parfois, il voulait traverser la piste dans un semblant de cascade, avec un radier où Modestine se rafraîchissait les sabots. La descente entière fut pour moi comme un rêve, tant elle s'accomplit rapidement. J'avais à peine quitté le sommet que déjà la vallée s'était refermée autour de ma sente et le soleil tombait d'aplomb sur moi qui marchais dans une atmosphère stagnante de bas-fond. Le sentier devint une route, elle descendit et remonta en molles ondulations. Je dépassai une cabane, puis une autre cabane, mais tout semblait à l'abandon. Je n'aperçus pas une créature humaine, ni n'entendis aucun bruit, sauf celui du ruisselet. Je me trouvais pourtant depuis la veille dans une autre région. Le squelette pierreux du monde était ici vigoureusement en relief, exposé au soleil et aux intempéries. Les pentes étaient escarpées, variables. Les chênes s'accrochaient aux montagnes, solides, feuillus et touchés par l'automne de couleurs vives et lumineuses. Ici ou là, quelques ruisseaux cascadaient à droite ou à gauche, jusqu'au bas d'un ravin aux roches rondes, blanches comme neige et chaotiques. Au fond, la rivière, car c'était vite devenu une rivière, collectant les eaux de tous côtés, tandis qu'elle suivait son cours. Ici, un moment, écumant dans des rapides désespérés, là, formant des étangs du vert marin, le plus délicieux, taché de brun liquide. Aussi loin que j'étais allée, je n'avais jamais vu une rivière d'une nuance à ce point délicate et changeante. Le cristal n'était pas plus transparent. Les prairies n'étaient pas à demi aussi vertes, et à chaque étang rencontré, je sentais une envie frémissante de me débarrasser de ces vêtements aux tissus chauds et poussiéreux et de baigner mon corps nu dans l'air et l'eau de la montagne. Tout le temps que je vivrai, je n'oublierai jamais que c'était un dimanche. La quiétude était un perpétuel souvenez-vous, et j'entendais en imagination les cloches des églises sonner à toute volée sur l'Europe entière et la psalmodie de milliers d'églises. À la fin, un bruit humain frappa mon oreille, un cri bizarrement modulé, entre l'émotion et la moquerie, et mon regard traversant la vallée aperçut un gamin assis dans un pré, les mains encerclant les genoux, rapetissé par l'éloignement jusqu'à une infimité comique.
Le petit drôle m'avait repéré alors que je descendais la route, de bois de chêne à bois de chêne, remorquant Modestine, et il m'adressait les compliments de la nouvelle région par ce trémulant bonjour à l'aigu. Et comme tous bruits sont agréables et naturels à distance suffisante, celui-ci également, qui me parvenait à travers l'air très pur de la montagne et franchissait toute la verte vallée, retentissait délicieux à mon oreille et semblait un être rustique comme les chênes et la rivière. Peu après, le ruisseau que je longeais se jeta dans le Tarn à Pont de Montvert, de sanglante mémoire.